Bonjour à tous, à toutes et à tous. Pour cette réunion et cette table ronde organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits humains. Donc, comme vous le savez, l'IRIS est le collectif d'ONG auteur de l'appel pour une refondation de la politique sahélienne de la France, ont souhaité clôturer leur cycle consacré au Sahel par cette table ronde consacrée aux droits humains dans le Sahel. Plutôt autour de cette problématique capitale pour nous tous, comment remettre les droits humains au cœur de la diplomatie au Sahel. Alors, avant de lancer la table ronde, je voudrais peut-être vous proposer deux petites réflexions. La première, évidemment, cette question est essentielle pour les populations du Sahel. Je reviens tout juste du forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Vous savez, ce forum qui est organisé depuis 2014 par la France et le Sénégal pour faire un peu le point des questions sécuritaires en Afrique et essentiellement au Sahel à la suite du lancement de l'opération Barkhane en 2014. Et je dois dire que le constat a été très amer dans ce forum, 7 ans après le début de l'opération Barkhane. Constat amer dans le sens où l'insécurité gagne toute la région et les participants à ce forum avaient l'air totalement désemparés face aux menaces qui gagnent. Constat amer pour le présent, mais aussi constat amer pour le futur. Il y avait assez peu de perspectives, je dirais, optimistes quant à la sortie de crise pour les populations du Sahel. Mais c'est aussi une question essentielle pour la France, bien entendu, dont l'autorité et la crédibilité sur cette question, la question des droits humains, est aujourd'hui, on le constate tous, nous les acteurs, enfin nous les témoins plutôt et les observateurs de la diplomatie française, est aujourd'hui donc quasi nul. Le sentiment anti-français qui gagne le Sahel puise là, à mon sens, l'une de ses racines les plus profondes et les plus puissantes. Si elle veut jouer un rôle dans la région, elle doit absolument, je crois, changer sa position ou du moins redevenir crédible sur les questions des droits humains. Donc, c'est important pour sa diplomatie, mais c'est aussi important pour elle. Et je terminerai mon propos liminaire sur cette citation d'Aimé Césaire. Vous le savez, dans son discours sur le colonialisme, il a cette fameuse phrase extraordinaire, je trouve: « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » Voilà, au fond, où on se situe, je crois, le débat de cet après-midi. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir quatre acteurs, 4 aussi observateurs, un panel de haute qualité. Je vous propose d'abord de vous les présenter, à commencer par Binta Sidibé Gascon, qui est la vice-présidente de l'Observatoire Kizal. Ensuite, Ousmane Diallo, le chercheur Afrique de l'Ouest francophone d'Amnesty International. Maïkoul Zodi, le coordinateur national du mouvement Tournons la page au Niger. Et enfin, Sébastien Nadeau, député de Haute-Garonne et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors écoutez, si vous voulez bien, je vous propose, et commençons par Ousmane, peut-être d'abord un petit tour de table de vous quatre, pour essayer en quelques minutes de nous dire comment quel serait aujourd'hui, je dirais, le constat sur cette question. Où en est-on, à votre avis, dans la question des droits de l'homme dans le Sahel, et est-ce au cœur de la diplomatie française? Peut-être que Ousmane pourrait prendre d'abord la parole. Parfait. Merci beaucoup, Laurent, et merci au collectif pour l'appel pour une refondation de la politique étrangère française, ainsi qu'à l'IRIS pour avoir organisé cette discussion en la journée internationale des droits humains, donc le 10 décembre. Donc, je suis l'un des chercheurs d'Afrique de l'Ouest francophone. Il y en a d'autres, mais moi, je travaille surtout sur les pays du Sahel, en particulier le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et donc, pour commencer mon propos sur la situation des droits humains et la place qu'elle occupe dans la politique étrangère française dans la région, je vais juste... je pense qu'il est important de préciser que la France est un des acteurs les plus présents et importants dans le Sahel, historiquement et même
au cours des dernières années. Donc, dans des pays comme le Tchad, la France, on peut dire qu'elle n'a jamais quitté ce territoire-là en dépit de l'indépendance. Il a toujours joué un rôle politique central et une influence massive, notamment à travers ses relations avec les gouvernements. Dans d'autres pays comme le Burkina Faso, d'une perspective historique, c'est un petit peu différent. Mais toujours est-il qu'à partir de 2013, et avec le déploiement de l'opération Serval, qui va se transformer en opération Barkhane un an et demi plus tard, on voit qu'il y a une présence réaffirmée, une politique étrangère qui met le Sahel comme l'une des principales régions où la France intervient et où elle assure d'une certaine manière un lead auprès des autres acteurs internationaux, que ce soit l'Union européenne, qui suit beaucoup le lead de la France sur ces questions-là, mais aussi les Nations unies, où la France est le penholder donc, de toutes les résolutions et de toutes les déclarations sur le Sahel. Et donc, cette présence réaffirmée-là se manifeste surtout par l'opération contre-terroriste Barkhane, donc active depuis près de 7 ans. Et et il y a aussi une influence très importante sur les questions de développement. Donc, réaffirmer le retour de l'État sur les régions qui ont été prises par les groupes armés comme le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique, renforcer les initiatives et activités de développement. Donc, il y avait beaucoup d'activités sur ce nexus sécurité et développement. Et je pense que le sommet de Pau de janvier 2020 et les 4 piliers qui en ont émané illustrent bien ce focus-là dans la politique étrangère de la France sur le Sahel. Mais dans cette optique-là, la question des droits humains occupe une place presque annexe dans la politique étrangère française et dans ses relations avec les États sahéliens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas existante, mais ce n'est pas l'une des priorités dans l'engagement français dans la région du Sahel. Et cela se note notamment à travers les interventions, la gestion de l'insécurité depuis plusieurs années au Sahel, notamment où on voit une pluralité d'acteurs internationaux. Donc, et une pluralité d'acteurs nationaux aussi, qui vont des groupes signataires au Mali, des groupes conformisant à l'accord de paix de 2015, mais aussi au ministre d'autodéfense, ainsi que les forces de défense et de sécurité nationale dans les pays, disons, de la zone des 3 frontières, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et dans le contexte de ces interventions-là, il y a eu des violations massives et des abus du droit international humanitaire, donc pas fait par la France, mais par les partenaires opérationnels de la France sur le terrain. Et l'attitude française par rapport à ces violations-là n'a pas été tout le temps cohérente. Donc, la France quand elle aurait pu être un allié pour la protection des civils ou bien pour la promotion des droits humains, ainsi que pour la réponse judiciaire à ces abus et violations-là, n'a pas forcément pris cet engagement-là de manière publique. Donc, ce qui est revenu souvent dans le plaidoyer qu'on fait, c'est qu'on fait ce plaidoyer-là au niveau bilatéral entre les États. Mais pour les populations qui sont confrontées à l'emprise des groupes armés et souvent aussi des forces de défense et de sécurité, et dans des régions où l'État n'est pas forcément présent, que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a pas de lisibilité de cette emphase sur les droits humains dans la politique étrangère de la France. Donc, ce qu'ils voient surtout, c'est les opérations militaires, c'est le déploiement, les opérations conjointes, et même en matière de gouvernance, en matière de promotion des droits humains, on voit que ce sujet-là occupe une place annexe, c'est-à-dire qu'on mise beaucoup sur les opérations militaires, sur la réponse à l'insécurité, mais des questions de gouvernance qui sont essentielles et qui impactent sur la situation des droits humains n'ont pas la même importance. C'est-à-dire que la perception de cette importance-là n'est pas forcément évidente. Donc, on peut le voir, par exemple, au Niger, où l'année dernière, il y a eu
beaucoup de problèmes et de tensions liés aux droits humains et aussi à la gouvernance, que ce soit à la gouvernance des armées, mais aussi par rapport à des lois liberticides qui ont pu être votées et qui ont été utilisées pour réprimer la société civile dans un contexte de COVID-19 où l'état d'urgence était décrété dans ces États-là et qui donnait beaucoup de marge de manœuvre au gouvernement pour empiéter, par exemple, sur la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique. Et je vais conclure mon propos préliminaire en parlant du contexte malien où on peut voir qu'il y a d'une certaine manière un échec de la communauté internationale. Après 7 ans, après plus de 8 ans en fait de présence au Mali, donc le Mali a connu 2 coups d'État en l'espace de 8 mois, donc en août 2020 et en mai 2021. Et d'une certaine manière, cela résulte du fait que les questions de gouvernance et de droits humains, donc que ce soit la liberté d'expression, les cas d'usage excessif de la force, qui étaient essentiels pour les populations et pour ces sociétés-là, n'étaient pas forcément au centre de l'engagement international dans ce pays, qui se focalisait beaucoup sur la stabilité des régimes, donc la stabilité du gouvernement, que ce soit au Mali ou bien au Tchad, et aussi sur la réponse à l'insécurité générée par les groupes armés dans le nord et dans la zone des 3 frontières. Donc, pour conclure, je dirais que la question des droits humains n'a pas occupé une place centrale. Il n'y avait pas de lisibilité et de cohérence dans l'engagement français au Sahel au cours des 8 dernières années sur cette question-là. Et cela a un petit peu générer des frustrations et des incompréhensions entre la France et mais aussi même les Nations Unies d'une certaine manière, les acteurs sahéliens qui sont au sein de ces sociétés-là. Écoutez, merci beaucoup Ousmane pour ce tableau général. Et donc, si je comprends bien votre intervention, enfin en tout cas l'axe principal de votre intervention, et que cette question des droits humains est pour la France annexe, du moins elle s'est manifestée ainsi à vos yeux. Est-ce que Binta, de l'Observatoire Kizal, vous partagez, je dirais, le constat d'Ousmane Diallo? Oui, tout à fait. Ousmane vient de faire l'état des lieux vraiment de la question des droits humains au Sahel. C'est vrai que l'Observatoire Kizal, on est une ONG de défense des droits humains, mais pendant longtemps, on a vraiment fait beaucoup de publications alertées sur ce danger-là, en fait, de toutes ces violations. Mais à partir de 2018, on a vraiment eu une accélération avec l'avènement de la lutte antiterrorisme au Sahel. Et on a commencé à prendre contact avec les autorités françaises. Pourquoi les autorités françaises? Parce que la France est un acteur majeur au Sahel, il faut le rappeler. Et notamment, ce qui nous a énormément interpellés, et on a eu à faire une grande marche à Paris à l'Assemblée nationale, c'était en 2018, c'est lorsqu'on a découvert un charnier, un puits rempli de corps humains, faut pas le cacher, qui était d'ethnie Peul. Donc là, nous, on a quand même essayé de mener des actions pour pousser la France à sortir de son silence face à ce qui, pour nous, est quand même un ciblage ethnique. Quand on retrouve dans un puits qu'une seule ethnie, c'est qu'il y a un problème. Et ces personnes ont été tuées au nom de la lutte antiterrorisme. Donc, on a eu à prendre contact avec plusieurs élus de l'Assemblée pour présenter la question. La réponse, bien sûr, qui nous a été donnée, c'est que ces exactions ont été faites par des milices. Donc, les autorités françaises ne peuvent pas s'en mêler, ça serait de l'ingérence. Mais à côté de ça, c'est vrai, on a utilisé des termes forts parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était quand même dans la 20e année de la commémoration du génocide rwandais, même si on ne peut pas parler de ce qui se passe au Sahel de génocide, mais quand même du moment où il y a un ciblage ethnique, je pense qu'il faut mettre des mots forts pour trouver une solution. Donc de rafraîchir, c'est vrai qu'on a rafraîchi la mémoire des autorités françaises en leur disant, attention, on est presque dans le même cas de figure. Opération turquoise au Rwanda, opération Barkhane, qui est présente
et on cible une ethnie, on les exécute et vous ne dites rien. Malheureusement, bon, les autorités françaises à ce moment-là ne sont pas sorties de leur silence sur ce sujet-là, donc les exactions ont continué. Je prends un autre exemple aussi au Burkina Faso, c'est au lendemain de la nomination du tout nouveau ministre de la Défense, on a eu une liste qui a fuité sur les réseaux sociaux de 146 suspects qui étaient recherchés et qui ont été retrouvés et exécutés. Et sur cette liste-là, c'était majoritairement des Peuls. Donc, pareil, l'Observatoire Kissal, on a pris contact avec les autorités françaises, avec certaines chancelleries pour dire il y a vraiment un problème. Aucune lutte antiterrorisme au monde n'a pu faire du 100%, à part les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. On recherchait 146 personnes. Ces 146 personnes, on les a retrouvées et exécutées. Là, la réponse a été pareille. On ne peut pas intervenir, ça va être de l'ingérence. Donc, nous, à notre niveau, il y a vraiment un malaise. Le fait que la France garde son silence face à ces exactions qui se passent au Sahel et surtout qui est faite quand c'est fait par leurs partenaires locaux, que ce soit les FAMA au Mali ou l'armée burkinabé, c'est les partenaires de la France dans cette lutte. Donc, pour nous, il était urgent que la France sorte de son silence. Pareil, toujours en faisant l'état des lieux, nous avons eu aussi, toujours au Burkina Faso, 12 suspects qui ont été arrêtés à Tamarbougou et par la gendarmerie nationale et qui finalement ont été retrouvés morts lors de leur détention. Lors de l'enterrement, certains ont constaté qu'ils étaient tués par balle. Là aussi, pareil, on est revenu vers les autorités françaises et on a même proposé à ce moment-là que dorénavant, quand il y a des exactions comme ça, surtout qui sont faites par l'armée républicaine, que la France doit sortir de son silence, mais en plus de ça, on demande au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian, de convoquer l'ambassadeur du pays concerné et de demander des explications, mais de ne pas rester sans rien dire. Là aussi, il y a eu un silence, mais je tiens à souligner quand même qu'il y a eu des parlementaires français qui se sont saisis de la question, qui ont posé des questions lors des questions au gouvernement. Bon, Monsieur Le Drian, le ministère des Affaires étrangères, a balayé le sujet rapidement. Après, il y a quand même quelque chose de positif qui a été fait, c'est quand même le président Macron est sorti de son silence au sommet de Nouakchott pour bien, je dirais, clarifier les choses auprès de ses partenaires en disant bien que la communauté Peul n'est pas c'est pas nos ennemis, c'est pas à la communauté Peul qu'il faut s'en prendre dans cette lutte antiterrorisme. C'est une première. C'est dommage que ça a été fait que par le président Macron et pas par les autres présidents des pays sahéliens. Et je peux vous dire que cette sortie sur le terrain a eu des répercussions. Ce jour-là, il y avait d'autres détenus après l'incident de Tamarbougou qui étaient en détention et je peux vous confirmer que ces personnes-là n'ont pas été exécutées. Donc, nous, nos attentes, c'est toujours ça, c'est que la France sorte de son silence. En plus d'être acteur majeur là-bas, il y a quand même un cas de figure que nous avions déjà vu et qu'on ne veut pas qu'il se reproduise. Donc, il y a cet aspect-là de sortir du silence. Et après, il y a la question aussi, ça c'est par rapport à ses partenaires locaux, il y a vraiment un souci sur la communication de la France, sur ses actions qu'elle mène au Sahel. Par exemple, je prends l'exemple du drame qui s'est produit à Bounti en janvier 2021. L'armée française dit avoir bombardé des djihadistes. Mais dès les premières heures, avec nos collègues de Tabital Koulagou au Mali qui nous ont interpellés et qui ont interpellé la communauté internationale en disant non, vous avez bombardé des civils lors d'un mariage. Et nous, dès les premières heures, pareil, on a pris contact avec les autorités ici pour dire il y a un réel souci de communication. Essayer de communiquer, de dire oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, nous allons mener une enquête et on revient vers vous.
Mais on s'est rendu compte que la communication de la France était, je dirais, si vous me le permettez, limite méprisante. Parce que c'était de prendre, nous, on avait quand même des témoins, des personnes qui étaient venues sur Bamako pour être hospitalisées et tout, qui nous parlaient vraiment d'un mariage avec tous les témoins à l'appui. Le langage des autorités françaises était vraiment très, très méprisant, du style vraiment, non, on maintient ce qu'on a dit, on a bombardé des djihadistes, c'était que des hommes, ça ne pouvait pas être un mariage parce que, selon les experts de chez Barkhane, il n'y avait aucun aspect festif. Ben, excusez-moi de vous rappeler qu'un mariage au fin fond du Sahel, c'est d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Donc, toutes les informations se rejoignent. Donc là, il y a eu un réel problème de communication et la France reste braquée sur ça, malgré que l'ONU a quand même fait son rapport et confirme bien qu'on a bombardé des civils. Ça, il faut l'assumer. Dans les guerres, il peut y avoir des bavures, mais il faut communiquer. Ensuite, il y a les événements plus récents de Terra, où quand même, il y a eu 3 morts et plusieurs civils. Pareil, la communication des autorités françaises est lamentable et limite même méprisante, parce que quand vous regardez certains tweets de parlementaires, c'est de dire « Ah, mais nous, on ne comprend pas comment ça se fait que la population nigérienne empêche nos convois de passer », sans même présenter leurs condoléances au peuple nigérien. Donc, pour vous dire que ce sentiment anti-français, en fait, est en train de naître aussi par le manque de communication correcte des autorités françaises. Il faut rendre cette guerre au Sahel plus humaine et mettre la protection des civils au cœur de toutes les stratégies. La France ne parle que, elle n'a que le vocabulaire « nous avons neutralisé ». Vous verrez, chaque fois que la France neutralise, on a tous les médias qui se saisissent de ça. C'est le sujet phare. On ne parle jamais de la détresse de la population sahélienne. Et c'est bien là aujourd'hui qui fait que beaucoup de Sahéliens sont remontés. La France est en train d'accepter ce qu'elle n'accepterait pas dans ces États. Elle est en train d'accepter l'inacceptable au Sahel. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui une manifestation en France et dans le cadre du maintien de l'ordre qui est 3 morts et qui est aucune enquête qui est déclenchée tout de suite après? Donc voilà, si ce sentiment s'installe et va continuer à s'installer, c'est bien par rapport à ce problème de communication, de transparence. Il faut que la France assume sa place. Il faut que la France communique, dise réellement comment les choses se passent sur le terrain. La population sahélienne est prête à écouter ce qui se passe. Et aujourd'hui, on ne pourra pas continuer à cacher la vérité aux Sahéliens. La preuve, je reviens sur toujours le même convoi qui est allé au Niger. Avant, il est passé au Burkina Faso, à Kaya. La jeunesse de Kaya, de tout le Burkina, a essayé de barrer la route à ce convoi. Quelle a été la solution des autorités burkinabées pour casser cette mobilisation et empêcher ces jeunes de manifester? C'était de couper Internet. Donc, comment vous pouvez… Donc, en résumé, on a coupé Internet pour permettre au convoi français de passer. Comment vous allez expliquer à un jeune qui n'a pas eu accès à Internet pendant plusieurs jours au Burkina Faso, tout ça parce que le convoi français devait passer? Donc, c'est toujours pour ce sentiment anti-français qui est en train de naître, la France a une grande part de responsabilité dans ça. Parce qu'elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, c'est d'accepter l'inacceptable. Ce qu'on ne pourrait pas faire dans les pays occidentaux, on est en train de le faire au Sahel. Pareil pour la violation des droits humains. Il est inconcevable aujourd'hui de lancer une lutte antiterrorisme au Sahel et de ne pas doter les pays sahéliens de moyens de justice pour mettre en place des parquets antiterrorisme. Au Burkina Faso, aujourd'hui, pour 1500 détenus suspects dans la haute prison de sécurité, nous avons 3 juges. Et c'est simplement des suspects qui sont dans ces prisons-là, qui côtoient d'autres terroristes très dangereux. Alors,
comment garantir que ces personnes-là, quand ils sortiront, ils n'iront pas de l'autre côté? Donc, par ces actions ratées de respect des droits humains, on est en train de faire monter un sentiment anti-français qui est justifié par tout ce que j'ai dit auparavant, mais aussi on est en train de pousser certaines populations, il faut le dire, il ne faut pas le cacher, d'aller vers ces terroristes-là. Je pense que pour le domaine des solutions, je pense que ça sera après. Oui. Voilà, donc beaucoup plus de transparence, une meilleure communication, des enquêtes indépendantes et on entend beaucoup la société civile africaine. Malheureusement, la société civile française ne s'exprime pas sur ce sujet-là et pourtant, elle devrait s'exprimer. Elle paye ses impôts. C'est quand même avec l'argent de ses impôts qu'on est en train de faire tout ce qui est en train de se passer au Sahel. Donc, il y a aussi un devoir de se mobiliser, la société civile française, communiquer dessus sur ce drame qui est en train de se passer et surtout arrêter avec cette notion de neutraliser, du tout sécuritaire. C'est pas ça qui va sortir le Sahel de ce qui est en train de se passer actuellement. Nous, on a tous vu que le tout militaire ne fonctionne pas. Un exemple très récent, c'est l'Afghanistan. Donc, il va falloir vraiment, pour le prochain locataire de l'Élysée, de changer la façon de faire. Et la société civile africaine et française a un grand rôle à jouer, notamment les diasporas qui sont en France aujourd'hui, elles doivent se saisir de ce sujet. Je vais m'arrêter là pour permettre à mes autres collègues de s'exprimer. Merci. Non, merci à vous, Binta. Évidemment, je n'ai pas osé vous interrompre parce que il est important pour nous tous d'entendre la voix et votre voix, qui est celle du terrain, même si elle peut déplaire ou en tout cas susciter un débat ou être jugé, je dirais, trop engagé, mais il est important de l'entendre et d'entendre aussi l'émotion qu'il y a dans votre voix, parce qu'il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants dont on parle. Et le problème, souvent, je trouve, lorsqu'on aborde ces questions-là, notamment avec les autorités politiques et militaires d'un pays, et ce n'est pas propre à la France d'ailleurs, c'est qu'on est tout de suite et tout le temps dans l'abstraction et rarement dans l'incarnation. Et on a bien entendu aussi, à travers l'émotion de votre voix, il s'agit, encore une fois, de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors, avant de donner la parole à Michael Zodip, de Tournons la page au Niger, je voudrais juste préciser une chose à ceux qui nous écoutent, que, évidemment, vous aurez l'occasion de poser des questions à notre panel. Je vous propose peut-être encore de créer ces discussions entre les uns et les autres jusqu'à 13h30. Et à partir de 13h30, je vous donnerai la parole, ou du moins, je ferai l'écho de vos questions que vous voulez bien poser aux uns et aux autres. Donc, Michael Zodi, vous êtes au Niger, dans un pays qui vient de, au fond, d'élire son président, semble-t-il, dans un contexte de transition démocratique plutôt réussi. Mais le Niger est également confronté à la question de l'insécurité de manière assez spectaculaire. Votre président était aussi à Dakar cette semaine. Il a fait un tableau assez inquiétant de la situation, et notamment de la situation des Peuls, chose que vous avez si bien soulevée, Binta. Alors, je vous laisse la parole. Enfin, on vous écoute. Vous, quel est votre premier constat sur à la fois l'état des droits humains dans le Sahel, ou plutôt au Niger, et peut-être ce que fait ou pas la France sur ce sujet? Merci, Laurent. Merci aux organisateurs qui ont choisi cette journée ô combien mémorable, le 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Permettez-moi, comme vous l'avez dit, nous avons réussi une transition ici au Niger. Permettez-moi de vous informer qu'actuellement, notre organisation Tournons la page est en train d'organiser une caravane conformément à la journée internationale des droits de l'homme dans la ville de Niamey. Les autorités politiques ont envoyé des policiers pour arrêter cette caravane-là et ils ont pris les taxis aussi, un certain nombre de camarades, pour vous dire que le Niger a de beaux jours par rapport à l'état des droits et la démocratie. Dans la même lancée, permettez-moi de vous dire aussi que nous avons fait des déclarations de manifs qui doivent se tenir le 12 décembre de ce mois dans 3 régions.
donc Dosso, Tillabéri et Niamey. Actuellement, nous avons reçu des arrêtés d'interdiction de ces manifestations-là. C'est pour vous dire que le Niger, c'est vrai, de l'extérieur, les gens pensent que nous sommes dans une démocratie, mais très malheureusement, la façon d'agir de nos autorités nous fait penser que nous sommes dans un régime totalitaire. Donc, je partage aisément l'analyse faite par ceux qui m'ont succédé. Ils ont fait une analyse plutôt des chercheurs, mais moi, je vais faire une analyse de quelqu'un qui est sur le terrain et qui partage le désarroi des populations du Sahel. Donc, comme vous le savez, depuis la destruction de l'État libyen en 2011 par la France et ses alliés, nous avons tiré la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, que ce soit les institutions africaines telles que l'Union africaine, la CEDEAO et aussi certains chefs d'État, et même la société civile africaine et même internationale s'était mobilisée contre effectivement cette attitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le Sahel est en proie d'une insécurité grandissante et sanglante. Et aujourd'hui, pour des raisons stratégiques et diplomatique, la lutte contre le terrorisme est devenue, ne devrait pas être un prétexte pour l'omission des droits humains dans le Sahel. Les terroristes comme les armées régulières qui opèrent dans la zone commettent impunément des exactions et des violations des droits humains, assassinats, menaces, extraction de fonds sont monnaie courante. Donc la population sahélienne est dans le désarroi total. Certains étant obligés de quitter leur village, leur ville, et abandonner toutes leurs activités pour trouver refuge. C'est dans ces contextes que nous sommes au Sahel. Mais dans ce contexte, la société civile du Sahel, telle que des organisations comme Tournon la Page, se battent pour un peu rétablir l'ordre et mettre un peu la forme. Premièrement, quand vous avez constaté, c'est vrai, les gens ont commencé à dire qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe au Sahel, mais ce n'était pas un sentiment anti-français, mais c'est un sentiment anti-politique française que nous avons constaté. Et si l'Assemblée nationale de la République française a accordé l'arrivée des troupes sur notre territoire, mais très malheureusement, tel n'est pas le cas dans nos pays. Premièrement. Donc, pour vous dire que nous, normalement, notre constitution, nos lois exigent à ce que ces accords soient ratifiés ou bien soient débattus au niveau de l'Assemblée pour que nous puissions comprendre ce qui se passe. Donc, c'est en toute illégalité que ces bases françaises, ces militaires ou bien ces bases européennes et américaines sont là, mais nous cherchons à comprendre leur mission. Donc, déjà, Binta vous a fait le cas de ce qui s'est passé à Terra, où des populations se soulèvent pour dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce convoi de près de 100 véhicules qui se mobilisent alors qu'ils continuent à subir les exactions de ces terroristes-là. Ils n'arrivent pas à comprendre l'armada mobilisée par la France, n'arrive pas à contenir ces terroristes-là. Donc, ils ont commencé à se poser des questions. Vous avez constaté les péripéties de ce convoi-là, arrivé à Terra, à peu près 5 heures de résistance, déjà, on a 4 morts. Ça s'est évolué de 3 morts à 4 morts. Et 18 blessés graves qui sont actuellement, certains sont à l'hôpital national de Niamey, certains sont à l'hôpital de référence de Niamey aussi. Donc, ces jeunes-là, nous avons eu l'occasion de les visiter. C'était des jeunes lycéens, des collégiens qui étaient sortis pour vouloir demander des comptes, pour vouloir comprendre et à main vide. Et chose qui est curieuse, comment vous pouvez comprendre des gens qui n'arrivent pas à faire face à ces terroristes-là puissent faire décoller un mirage pour asperger des gaz lacrymogènes sur les populations des terrains? Est-ce que la force Barkhane est là pour le maintien de l'ordre ou bien pour combattre les terroristes? Donc, plusieurs questions ont été posées. Nous n'arrivons pas à trouver les informations et c'est pourquoi la société civile du Sahel ou bien les organisations de la société civile du Niger estiment que effectivement cette force Barkhane est une force d'occupation parce que nous ne comprenons pas les cahiers des charges de cette force Barkhane. Et la diplomatie n'essaye pas à créer les conditions de communication par rapport à cette question-là. Pire, et nous autres qui essayons de combattre, parce que nous savons que c'est la malgouvernance qui a mené toutes ces questions-là, c'est parce qu'effectivement, les fonds alloués à l'effort de guerre dans nos pays sont détournés, allègrement détournés par les autorités et certains commerçants verrés. Nous avons payé le prix fort parce que nous avons voulu
nous avons d'abord dénoncé, nous avons fait des déclarations, nous avons écrit à l'ambassade de France, à toutes les chancelleries, pour leur faire comprendre que l'argent, suite à l'audit du ministère de la Défense, il y a des fonds alloués à l'effort de guerre qui a été détourné. Et il y a des commerçants verrés qui ont livré des munitions qui ne détonnent pas à nos armées. Ça contribue à démoraliser nos armées, à déstructurer nos armées. Et nous voulons qu'il y ait que la justice s'en saisisse. Mais très malheureusement, les chancelleries, surtout l'ambassade de France, parce qu'il faut comprendre dans l'histoire du Niger, nous étant activistes et aussi les opposants, quand il y a la répression, notre dernier refuge, c'était à l'époque l'ambassade de France. La diplomatie française était là pour nous protéger. Mais très malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une rupture de communication entre les chancelleries et aussi la société civile. La France ne communique plus avec la société civile ou bien les voix dissidentes. La France est toujours avec ses partenaires, c'est-à-dire les autorités au pouvoir. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un déphasage. Quand il y a un déphasage, quand la France communique avec les autorités et qui prennent des engagements. Mais au niveau des populations, ça ne traduit pas l'aspiration de ces populations-là. Ça ne traduit pas l'aspiration de l'opinion nationale qui pense que ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas une consultation entre la société civile et cette diplomatie-là. Aussi, vous savez, nous avons organisé une manifestation qui a été réprimée dans les sangs où il y a eu 3 morts dans cette manifestation, parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Nous avons déposé une déclaration de manif au niveau des autorités compétentes. Ils ne nous ont pas notifié que la manifestation est interdite. Nous n'avons pas reçu d'arrêté d'interdiction. Mais la police, toujours dans le cadre de répression, et cette police-là qui a été formée par la France, qui a été formée par la police française, qui a été formée dans le cadre de la coopération bilatérale. La coopération militaire, effectivement, a chargé sur les manifestants et jusqu'à ce que nous avons déploré 3 morts. En dehors de ça, nous avons été arrêtés par rapport à cette manifestation, déportés dans des différentes prisons. Donc, nos camarades qui restaient, qui jouaient le rôle du comité de relève, étaient partis vers les diplomates, vers l'ambassade de France. Mais l'ambassadeur lui a fait comprendre que nous sommes des détenus de droit commun. Détenus de droit commun, ça veut dire que nous sommes responsables de ce qui est arrivé. Donc, déjà, ils ont pris parti. Mais comme on devrait diversifier les partenaires, nous nous sommes dit nous allons partir au niveau de l'ambassade des États-Unis. Et effectivement, ils ont pris en charge le dossier et des sénateurs ont fait la pression nécessaire pour que nous soyons libérés. C'est pour vous dire que la justice est mise en contribution dans tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de la société civile. Et la diplomatie française n'est pas regardante. Et c'est ça le HIP aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous allez constater que les gens sont en train de vouloir défendre leur souveraineté face effectivement à ces forces que nous qualifions d'occupation pour que effectivement nos armées soient fortes. Parce qu'il faut faire une réflexion. Aujourd'hui, oui, la France est là, les États-Unis est là, l'Italie est là pour défendre le Sahel. Mais après, ça veut dire que ça contribue à affaiblir nos militaires. Ça contribue à affaiblir effectivement le peu de FDS que nous avons d'organisation au niveau militaire parce que la question de la défense de la souveraineté passe nécessairement parce que c'est une mission régalienne de l'État, de nos forces de défense. Donc, à quand la France va rester? Après 8 ans. Après 8 ans, ils sont là, mais jusque-là, on n'a pas de résultats concrets. Maintenant, quand ils vont quitter, qu'est-ce qui va rester? Donc, nous avons besoin de cette coopération-là. La coopération doit passer nécessairement d'abord par la formation de nos militaires, par la logistique et les renseignements. C'est pour vous dire que ce n'est pas un sentiment anti-français qui se développe, plutôt c'est un sentiment de protection. Parce qu'aujourd'hui, ça a contribué à créer une méfiance entre les populations locales qui voient effectivement l'armada qui passait, qui voient la logistique de la force Barkhane qui passait, mais qui ne comprennent pas qu'aussitôt après leur passage, qu'il y ait des exactions. Aujourd'hui, de janvier à aujourd'hui, nous avons perdu plus de 600 hommes. Et ces 600 hommes-là, ce sont des civils et militaires ici au Niger. Donc, cela fait en sorte que la diplomatie, il n'y a pas de cadre d'échange, il n'y a pas de cadre d'information où on peut s'informer pour savoir effectivement quel est le rôle de la force Barkhane, quel est le rôle de cette force. Et nous n'avons jamais entendu qu'il y a eu une opération conjointe entre
entre Barkhane et nos forces de défense et de sécurité au niveau national. Donc, ça crée la méfiance entre nous. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas, et nous avons dénoncé le détournement des fonds fiduciaires. Normalement, ce sont des fonds donnés par l'Europe. Mais normalement, la diplomatie française doit s'investir pour voir est-ce que réellement il y a eu ces détournements-là et nous accompagner dans la lutte que nous sommes en train de mener. Parce que tant que les fonds seront détournés, tant qu'il y aura la corruption au Sahel, tant qu'effectivement on ne crée pas de la confiance entre les populations et aussi les dirigeants, le problème va encore s'empirer de pire en pire. Voilà, en quelque sorte, en tant que quelqu'un qui est sur le terrain, qui échange un peu avec la population, ce que nous voyons. Et le drame de terrain, là, il faudrait nécessairement, normalement, si c'est en France, le convoi n'allait pas quitter, le convoi doit s'arrêter jusqu'à ce qu'on puisse trouver les coupables et les punir conformément aux lois. Merci. Écoutez, oui, merci beaucoup, Michael. Là aussi, on a entendu la voix du terrain. Dans tout ce que vous nous avez dit, des choses fortes, enfin, tout est important, bien entendu, mais parmi les points saillants qu'il faut, je pense, retenir, c'est évidemment que vous constatez que la lutte contre le terrorisme est l'occasion de violations graves des droits humains dans le Sahel et au Niger, que ce sentiment anti-français est plutôt un sentiment contre la politique française. L'exemple, ou du moins, oui, l'exemple ou l'illustration en est Terra, qui la catalyse, je dirais, à la fois toutes les questions que pose l'intervention française au Sahel, mais aussi la manière dont elle communique sur son intervention, qui, semble-t-il, n'est pas du tout reçue par les populations. Et on a aussi entendu votre émotion, bien entendu, qui est importante, encore une fois, à entendre, mais aussi ce que vous dites, comme le disait très bien aussi Binta, je crois, sur que vous sentez comme une forme d'arrogance ou de mépris dans la manière dont les autorités françaises s'adressent aux uns et aux autres, surtout quand il y a des victimes civiles qui seraient affectées par les opérations françaises. Alors, je me tourne maintenant vers monsieur le député Sébastien Nadeau. Je me suis permis de vous donner la parole à la fin. Il me semblait important d'abord d'entendre toutes ces voix du terrain pour ensuite, à partir d'elles, entendre votre propos, et votre propos de député va faire évidemment résonance avec ceux du terrain. Vous êtes connu, en tout cas moi je vous le dis, je reçois sur la boîte mail à la Croix souvent vos réactions qui sont, je crois, à l'Assemblée nationale assez singulières. Vous êtes l'un des rares, si je me permets de le dire ainsi, à interroger publiquement la politique française à l'étranger et notamment au Sahel. Donc cette voix, nous sommes très heureux d'entendre cette voix un peu singulière. Mais vous, donc d'où vous êtes, à savoir de l'Assemblée nationale, quel constat tirez-vous de cet effondrement des droits humains dans le Sahel et du rôle joué par la France dans cette tragédie? Merci de me donner la parole. Et après avoir entendu les constats et analyses, ce n'est pas seulement le terrain, pour moi, qui est ressorti des trois propos d'Ousmane Diallo, Binta Sidibé Gascon et Michael Zodi, c'est aussi une analyse de là où ils sont, qui est extrêmement intéressante. Elle est extrêmement intéressante parce que cette analyse n'est jamais prise en compte côté français. Donc, ce constat et ces propos me semblent extrêmement importants à entendre et à entendre le plus possible en France, où ça a été relevé, la société civile française n'est pas assez consciente de l'action que mène la France au Sahel, avec toutes sortes de déclinaisons qui peuvent être extrêmement négatives et pour les populations du Sahel et pour la population française. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Je voudrais partir de deux aspects qui me semblent essentiels et qui ont été déjà évoqués précédemment. D'abord, il y a
il y a la frappe aérienne début janvier 2021 sur le village, côté du village de Bounti, qui est une frappe qui donne, dans son déroulé jusqu'à aujourd'hui, la mesure de la situation. Cette frappe, dans un premier temps, la France est dans le déni. On a tiré sur des terroristes. Après tout, on est au Sahel pour lutter contre le terrorisme, donc tout va bien. Des associations sur le terrain, des gens sur le terrain disent mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Et donc, très rapidement, on comprend que cette frappe a touché des civils et une enquête de la MINUSMA pour les Nations Unies va se dérouler avec beaucoup de gens sur le terrain, des heures. On a tout le déroulé de cette enquête, qui est une enquête extrêmement précise, qui a pris un petit peu de temps et qui rend ses conclusions au mois de mars 2021. Dans ses conclusions, elle dit clairement qu'au moins 19 civils ont trouvé la mort en infraction totale du droit international. Bon, avec une responsabilité entièrement française dans l'origine de ces morts. Les conclusions continuent en disant très clairement il faut que la France et le Mali fassent une enquête en toute transparence pour savoir finalement et rendre justice aux familles des victimes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la suite de tout cela? Rien. La ministre de la Défense fait un bref communiqué expliquant que cette enquête n'est pas très, très sérieuse. Voilà la défense de la France. Alors, quand on a ce genre de situation, c'est-à-dire que la France commet une erreur qui est quand même d'une gravité sans nom, on parle de gens qui ont été assassinés, c'est quelque chose de très, très grave, et elle le commet, elle est prise la main dans le sac. Il y a une enquête internationale qui valide cette erreur française et elle continue dans le déni. Donc, comment voulez-vous ensuite expliquer aux gens aux populations qui sont sur place que la France lutte contre le terrorisme, que la France n'est pas autre chose que finalement une armée intrusive et qui n'a plus lieu d'être à cet endroit, en tout cas de cette manière, ça paraît tellement évident. Mais je voudrais mettre en parallèle à cette situation qui, à l'évidence, montre que la position française est tout à fait à côté du sujet au Sahel vis-à-vis des populations. Mais je voudrais mettre en parallèle le fait qu'il y a l'article 35 de la Constitution française. L'article 35 de la Constitution française, qu'est-ce qu'il dit? Il parle des conditions et mise en œuvre de la guerre et des interventions des forces armées à l'étranger. Eh bien, à partir du moment où il y a des opérations qui sont mises en place régulièrement, si on s'en tient à la Constitution, moi j'aimerais m'en tenir à la Constitution française, le parlementaire que je suis, eh bien, tous les 4 mois, le gouvernement devrait venir devant le Parlement pour savoir s'il continue son engagement ou pas. Moi, je suis député depuis 2017, c'est-à-dire à une période bien après le début des actions militaires de la France au Sahel. Je n'ai jamais été interrogé, je n'ai jamais eu une réunion sur ce sujet. J'ai réclamé à plusieurs reprises qu'il y ait au moins des réunions de la Commission des Affaires étrangères ou de la Commission défense. Il n'y a strictement rien. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a des interventions qui ne respectent pas le droit international et qui n'ont pas de fondement démocratique dans notre pays, la France. Donc après
on peut expliquer au nom du terrorisme toutes sortes de choses. Et c'est bien là qu'est le problème, c'est que la France est dans une situation au Sahel où, au nom du terrorisme, elle s'affranchit elle-même de toutes les règles du droit, de son droit, son propre droit national français et du droit international. Donc on a effectivement une situation qui est extrêmement grave. Et je crois que pour résumer la situation, écoutez le discours du ministère des Affaires étrangères par rapport au Sahel. Pour qu'on puisse penser quelque chose avec le Sahel, il faudrait exprimer un projet partagé. Est-ce qu'on entend parler d'un projet partagé entre la France et les différents pays du Sahel? Non. On entend qu'il y a de la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est quelque chose de nécessaire. Mais en aucun cas, ça ne peut être un projet partagé entre différents peuples. Donc on a la problématique extrêmement forte, c'est la France s'affranchit de son propre droit et du droit international, donc avec les conséquences que ça peut avoir sur les droits humains au Sahel, qui est dans une situation extrêmement difficile. Il y a des choses sur lesquelles la France n'a pas de responsabilité. Quand on voit qu'il y a des exactions entre pêcheurs et éleveurs à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, la France n'est pas responsable. Il y a des problèmes endogènes au Sahel sur lesquels la France n'a pas prise et n'a pas lieu d'ailleurs d'intervenir. Donc il y a des problèmes. Mais la manière dont la France prend le problème de la lutte contre le terrorisme au Sahel, ça rend encore plus insurmontable, d'après moi, dans la manière dont nous intervenons, la situation des différents pays du Sahel. Donc voilà un petit peu, moi, ce qui me semble faire écho dans tout cela, c'est que la question des droits humains au Sahel est une question extrêmement grave, extrêmement inquiétante également. C'est une question dont la France ne prend pas la mesure et sur laquelle la France a complètement perdu ce sur quoi elle pourrait être en projet partagé. Sur quoi pourrait-elle être en projet partagé? C'est bien évidemment sur les valeurs qu'elle affiche, sur ses écoles, sur ce qui est le préambule de la Constitution française. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. C'est la première phrase de la Constitution française. Et bien évidemment que sur ces sujets-là, il pourrait y avoir des ambitions partagées qui permettraient d'avancer. Donc on est dans un moment où effectivement la France n'assume pas et ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer vis-à-vis des différents pays du Sahel, et avec une forte interrogation sur cette présence militaire française, cette opération Barkhane qui change de nom, etc. etc. La seule présence acceptable militaire française aujourd'hui, de mon point de vue, serait celle de militaires français au sein de troupes des Nations Unies. Toute autre présence me paraît aujourd'hui, compte tenu de notre passé récent, je considère que l'entrée des forces armées en 2013 au Mali était peut-être quelque chose de nécessaire au moment, mais depuis, le logiciel n'a pas été révisé. Or, il devrait l'être sérieusement. Très bien. Écoutez, merci, monsieur le député. La France s'affranchit de son droit, de son propre droit et du droit international. C'est évidemment un constat, une proposition, une affirmation qui devrait susciter aussi, je crois, un débat avec ceux qui nous écoutent. Avant justement de faire écho aux questions qui sont déjà posées, aux nombreuses questions qui vous sont déjà posées, j'aimerais quand même refaire un deuxième tour de table sur une chose qui paraît aussi importante pour nous tous. Quelles seraient au fond vos propositions pour essayer de sortir de ce nœud tragique qui se noue entre le Sahel, les populations sahéliennes et la politique extérieure française? Commençons peut-être par Ousmane. Imaginons, voilà, vous êtes devant Emmanuel Macron ou vous êtes à l'Assemblée nationale. Quelles seraient les propositions que vous feriez pour aider la France à prendre à la fois la mesure de ce qui se passe et surtout pour en sortir? Merci beaucoup, Laurent. Tâche ardue, mais je pense que d'abord,
il y a un problème de crédibilité qui se pose, c'est-à-dire la France peut avoir une influence en matière de droits humains, mais à l'heure actuelle, sur cette thématique-là, le bilan n'est pas forcément au rendez-vous. Et pour qu'il y ait des avancées, je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle reconnaissance des responsabilités et des signaux positifs qui sont envoyés par rapport à la volonté de promouvoir cet agenda-là au Sahel. Et ça passe d'abord, comme l'ont dit Binta et M. Nadeau, Sébastien, par rapport à ce qui s'est passé à Bounti. C'est-à-dire qu'il y a une enquête de la MINUSMA qui présente ses conclusions, qui dit que même dans le cadre de nos entretiens, on n'a pas pu avoir tous les éléments qui ont permis à la force française d'opérer ces frappes-là. Et il y a un manque de transparence et une opacité que je dirais entretenue pour des raisons légales, sans doute, donc pour ne pas incriminer les gens qui sont responsables. Mais tant que ces nœuds-là existent, que ce soit pour ce qui s'est passé à Bounti, où 19 civils ont été tués selon le rapport de la MINUSMA, ou bien à Terra, où les conditions sont toujours opaques, on ne sait pas qui a tiré, les témoignages sont contradictoires et les communiqués gouvernementaux du Niger sont équivoques. Il y aura un réel problème de crédibilité pour faire avancer cette posture de défenseur des droits humains au Sahel. Et moi, je dirais que ça passe d'abord par plus de transparence par rapport à Bounti, des enquêtes juridiques, que ce soit des enquêtes parlementaires ou bien des enquêtes légales pour savoir clairement ce qui s'est passé et pourquoi ces cibles-là ont été frappées. Et en même temps, je pense qu'il faut recentrer toute cette intervention au Sahel pour mettre la protection des civils au centre de cet engagement-là. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de contre-insurrection, de développement, mais il ne se passe pas 2 jours sans qu'il y ait des civils qui soient tués dans la région sahélienne. Ce n'est pas de la faute de la France, mais pour les populations, ça a un impact au niveau national par rapport à la légitimité des gouvernements, mais aussi par rapport à la frustration à l'égard de toutes les interventions internationales qui ont lieu dans la région. Donc, moi, je dirais que faire l'agenda de la protection des civils et moins se focaliser sur les succès tactiques, donc les neutralisations de chefs de groupe, parce que pour ce qui concerne ce sujet-là, la France a eu des succès certainement en 2020, en 2021. Je pense que tout l'état-major de l'État islamique a été neutralisé dans la zone des 3 frontières et JNIM aussi a subi beaucoup de pertes en ce sens-là. Et d'une certaine manière aussi, je pense qu'il faut mettre dans le renforcement des capacités judiciaires, anticiper déjà sur les défis futurs pour les États de la région. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées, comme l'a dit Binta, donc des gens qui sont dans les maisons d'arrêt et de correction. Les capacités des systèmes judiciaires des pays sahéliens ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc, il y a beaucoup de dossiers à traiter, beaucoup de judiciarisation, beaucoup d'opérations militaires à judiciariser, notamment avec le déploiement des prévôts qui vont développer des tactiques pour mitiger l'impact de ces opérations sur les civils. Mais la réponse judiciaire est un défi futur, c'est-à-dire qu'il y a un problème de capacité en matière de ressources humaines, en matière technique, sur lesquelles la France peut avoir un impact, notamment de soutien aux appareils judiciaires. Et ça s'inscrit dans le cadre de la réponse régalienne de l'État à l'insécurité. Mais il y a aussi un problème d'expertise sur des crimes qui sont nouveaux dans la région, c'est-à-dire qu'on a une très grande ampleur de crimes de droit international au Sahel, pour lesquels les systèmes judiciaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ne sont pas forcément habitués. Et sur ces thématiques-là, en matière de renforcement de la justice et de tolérance zéro par rapport aux exactions contre les populations civiles, je pense que ce seront des piliers et des pistes sur lesquelles la France devrait s'engager davantage pour changer et renforcer la promotion des droits humains dans le Sahel. Et juste pour dire une dernière chose, il y a souvent cette tendance à dépolitiser les interventions militaires dans le Sahel,
Mais je pense qu'au bout de 8 ans, on se rend compte que c'est très politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des succès tactiques en matière de contre-terrorisme et même de retour de l'État, mais les problèmes de gouvernance et les problèmes de droits humains, les lois qui sont votées ont un impact sur ces succès tactiques-là. Donc, influent sur ce qui est considéré comme une priorité par la plupart des acteurs internationaux comme la France. Merci beaucoup, Ousmane, pour ces propositions et ces analyses. Binta, je vous donne la parole pour écouter vos préconisations. Oui, merci. Donc, oui, je pense qu'il y a des solutions et des pistes de travail et il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent dessus. Mais faudrait-il encore que ces personnes soient écoutées? On est tous d'accord que dans cette lutte antiterrorisme au Sahel, il faut vraiment mettre la protection des civils au cœur de toutes les stratégies. Et il faut beaucoup écouter la société civile sahélienne. On a beaucoup à apprendre sur le terrain, ce qui se passe réellement. Parce qu'il ne faut pas le cacher, pendant longtemps, les autorités françaises se sont limitées à écouter que les autorités africaines. D'ailleurs, on a pu voir un petit changement qui s'est fait. Bon, est-ce que c'est dans le cadre des prochaines élections ou quoi? On a vu quand même le sommet Afrique-France où la société civile a été mise à l'honneur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que les autorités l'ont compris, donc il faut continuer dans ce sens-là, donner la parole à la société civile. Et dans ce cadre-là, Kissal, qui est membre de la coalition citoyenne pour le Sahel, qui est une organisation qui regroupe la société civile sahélienne d'Afrique de l'Ouest et des organismes internationaux, a fait, je dirais quand même, un excellent travail, un rapport quand même qui explique bien les attentes des Sahéliens. Et je pense que ce rapport mérite vraiment d'être pris comme feuille de route aujourd'hui, comme solution pour sortir de cette crise-là. Dans ce rapport, le rapport s'articule en fait autour de 4 piliers, qui est vraiment la protection des civils. Ensuite, l'idée, c'est de s'attaquer vraiment aux causes profondes de cette insécurité. Qu'est-ce qui nous a fait arriver à ça? Et aussi faciliter l'accès aux humanitaires sur le terrain. Là aussi, on a eu plein de retours, comme quoi il y a quand même des ONG qui n'arrivent pas à avoir accès aux déplacés. Et ensuite, le dernier pilier qui est très important dans cette lutte, c'est vraiment lutter contre l'impunité. Il faut vraiment qu'il y ait une tolérance zéro par rapport à toutes les violations des droits humains lors de toutes ces opérations qui se mènent au Sahel et d'où qu'elles viennent. C'est-à-dire que si les FAMA sont impliquées ou les forces de défense du Burkina sont impliquées ou d'autres autorités sont impliquées, il faut aller jusqu'au bout de l'action judiciaire. Sinon, en laissant, on sait très bien que le terreau vraiment de recrutement des terrorismes, c'est quand l'impunité s'installe. Donc finalement, on risque d'avoir un résultat contraire de ce qu'on attend. Au départ, c'était lutter contre les terrorismes et finalement, avec toutes ces violations de droits humains, on pousse les populations vraiment à aller de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir aujourd'hui, il faut le dire, et ça aussi, ça doit être une inquiétude aussi des Occidentaux, c'est qu'on parle beaucoup de djihadistes, de charia et tout, mais on a aussi un retour terrain qui nous dit aujourd'hui qu'ils ont, certains d'entre eux, bien sûr, ces groupes armés ont anticipé les choses et sont aujourd'hui plutôt dans une phase de charmer les populations, d'essayer d'offrir aux populations
ce que leur État ne leur a pas offert. Je peux vous citer des témoignages qu'on a aujourd'hui de populations qui se sentent mieux dans certains groupes armés, tout simplement parce que ils ont plus de sécurité, leurs biens eux-mêmes sont en sécurité, leurs biens sont en sécurité, tout litige est géré sur la place publique. Ce n'est pas pour faire une publicité des djihadistes, mais c'est simplement pour vous dire qu'il faut aussi qu'on arrête de regarder avec mépris cette forme de djihadisme qui est en train d'arriver au Sahel. Tous les cas ne sont pas des cas de djihadisme. On a affaire aujourd'hui, je pense, à une jeunesse qui veut avoir accès au pouvoir sans passer par les urnes. Et certains d'entre eux prennent des armes et essayent de conquérir le territoire par ça. Absence totale des États sur certaines zones, mais d'autres personnes s'installent et essayent de proposer des programmes. Aujourd'hui, nous, on a des retours quand même de certaines femmes dont j'ai le témoignage qui me disent « je me sens mieux dans les sites qui sont gérés par certains groupes armés, tout simplement parce que quand ils sont arrivés, ils ont imposé à la femme de ne plus aller chercher du bois, de ne plus aller chercher de l'eau. C'est l'homme qui va faire tous les travaux. » Pour vous dire aussi que certains d'entre eux ont quand même un programme, ce que nous, on n'a pas réussi à mettre en place, le droit des femmes et autres. Pareil sur l'écologie. On a certaines zones aujourd'hui au Burkina Faso où, certes, c'est peut-être avec des armes qu'ils ont imposé de dire telle forêt ne sera pas utilisée pour des champs ou pour le bétail. Donc, on a des forêts qui, pendant 5 ans, sont restées à se régénérer. Donc, pour vous dire, il faut faire très attention. On risque d'avoir, pendant longtemps, ça a été d'alerter, attention, ils vont arriver. Mais maintenant, je pense qu'ils sont arrivés et ils sont en train d'avoir certains d'entre eux, pas ceux qui sont radicaux, qui veulent appliquer la charia, ils sont en train d'avoir une autre longueur d'avance sur nous, c'est de charmer la population. Et une fois qu'ils auront réussi ça, je pense que cette lutte antiterrorisme aura échoué. Donc, dans mes propositions, c'est de vraiment écouter la société civile africaine qui a beaucoup de choses à dire. Et comme je l'ai dit, ce rapport de la coalition citoyenne qui est très intéressant, qui donne vraiment des pistes de sortie de ce drame humain qui est en train de se faire au Sahel. Et il est vraiment... on a toujours écouté les dirigeants. Aujourd'hui, pourquoi ne pas écouter enfin la population? Et de toute façon, c'est quelque chose, c'est une tendance qui est en train de venir. La prise de parole de la société civile, on l'a même vu en France ici avec les Gilets jaunes, ça va être quelque chose de plus en plus présent dans le débat. Donc, ce que moi je proposerais, c'est de vraiment écouter la société civile. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par des acteurs locaux, mais qui malheureusement, on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure, qu'on méprise ou que même qu'on ne s'intéresse pas. Moi, je vois à travers la coalition citoyenne qui a été mise en place, étant moi-même burkinabé, j'ai découvert plein d'acteurs terrain qui, à petite échelle, ont fait un excellent travail, qui aujourd'hui n'attendent qu'on les appuie, qu'on les écoute. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Écoutez, merci beaucoup, Binta. Alors, je donne la parole à Maïkoul Zodi. Donc, aussi vos propositions, sachant qu'il nous reste malheureusement que 20 minutes. Le temps passe à une vitesse tragique et dramatique. Du coup, si on veut donner la parole, ou du moins faire entendre aussi ceux qui nous écoutent. Ok, je vais faire rapide. Voilà. Donc, désolé. Non, c'est pas grave. Je pense bien que les deux ont déjà tout dit. Nous, on pense que dans le cadre de sa diplomatie, la France, nous appelons la France à plaider en faveur de la prise en compte de la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité humaine, que ce soit droit à l'éducation, droit à la santé, donc la sécurité humaine. Donc, de plaider auprès des États
ces droits-là. On demande aussi, on appelle aussi la France à plaider pour une ouverture des enquêtes indépendantes lors des exactions commises par les armées régaliennes, que ce soit les armées du G5 Sahel, que ce soit la force Barkhane, que ce soit quelle que soit la force. Donc, on veut aussi que la France plaide aussi pour que la société civile locale soit impliquée dans la conception des politiques publiques de développement des pays. Donc, vous savez que la France contribue beaucoup à l'aide à ces États, que la société civile soit aussi associée dans la réflexion de ces aides. Et on demande aussi que la France, la diplomatie française puisse soutenir les organisations qui luttent contre la corruption, que nous savons que c'est la corruption qui est la cause de l'instabilité, du dysfonctionnement des États. Donc, que la France puisse soutenir ces organisations-là qui luttent contre la corruption. Aussi, il faudrait que la France soit transparente lors des actions de coopération sécuritaire et militaire, faire en sorte que les contrats majeurs soient votés et publiés aux assemblées nationales, que ce soit françaises ou au Sahel. Parce que, comme je l'ai dit au début, à l'entame de mes propos, que nous, jusqu'à-là, nous n'avons pas connaissance de la coopération qui existe entre le Niger et la France. Donc, parce que ça n'a pas été discuté au niveau de l'Assemblée. Donc, on demande aussi à ce qu'elle crée un cadre de concertation des ambassades de la France avec les organisations de la société civile, notamment celles qui travaillent sur les thématiques de bonne gouvernance et droits humains, y compris celles qui sont critiques envers la politique française au Sahel. Donc, aussi, on demande à ce que, dans le cadre de l'aide bilatérale, que la diplomatie puisse soutenir des institutions de contre-pouvoir indépendantes comme les commissions nationales des droits humains. Et vous savez, la Commission nationale des droits humains du Niger a fait sortir un rapport sur des exactions. Et il y a les cours des comptes, il y a les cours constitutionnels, afin de renforcer la démocratie et la justice, l'état de droit et contribuer à ce qu'effectivement nos pays soient des pays démocratiques et que les pays soient des États du droit. Bon, de façon ramassée, voilà ce que je voulais dire. Merci. Je pense que je n'ai pas été long. Non, c'est moi qui suis vraiment désolé de vous obliger à raccourcir vos propos compte tenu du temps qui passe, alors que ce que vous dites est si important. Monsieur le député, écoutez, donc, quelles seraient, vous, les propositions que vous pourriez porter de manière à essayer d'améliorer cette douloureuse question? D'abord, c'est essentiellement côté français que je présente des choses. Hein. Je me mêle de ce qui me regarde, on va dire. D'abord, il y a cette question du mode de relation. Le mode de relation, l'héritage historique de la France avec les différents pays du Sahel, c'est qu'une fois qu'il y a des chefs d'État dans chacun des pays, mais avant cela, c'était la même chose, on a une relation de chef à chef. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus à la mesure du monde moderne et on dispose d'outils pour fonctionner très différemment. Donc il faut vraiment franchir un cap dans la manière dont on échange, on communique. L'autre aspect qui va avec ça, c'est que je crois que pour avancer sur le sujet, on a énormément besoin de la diaspora de ces différents pays qui est en France ou au sein de l'Union européenne. Et il faut qu'il y ait une mobilisation de cette diaspora qui, dans bien des situations, vit mieux et, on va dire, plus facilement que dans leur pays d'origine. Et il faut qu'ils participent du débat public en France, du débat qui vient, mais de tous les débats publics qui existent, pour que les politiques prennent au sérieux cette idée qu'il faut vraiment échanger d'égal à égal avec la société civile des différents pays, avec les chefs d'État, avec toutes les difficultés qu'on connaît actuellement, mais quand même, il faut aller vers cette notion d'échange d'égal à égal. La France ne doit pas parler à l'Afrique. La France doit parler à chacun des pays du continent africain
et parle à l'Afrique Ah, européenne. Voilà comment il doit s'établir l'échange. Donc moi, j'étais un petit peu plus modéré sur le sommet Afrique-France à Montpellier, du fait que pour moi, il fallait que ce soit un sommet Europe-Afrique ou un sommet France-Mali ou France, que sais-je comme pays. Deuxième point, il y a besoin que nous fassions notre travail au Parlement de contrôle parlementaire en matière d'affaires étrangères. J'ai vu que dans les questions, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que c'est un député de l'opposition, de la majorité, etc. J'ai fait partie des deux. J'ai été dans la majorité et puis je suis actuellement dans l'opposition. Mais le constat que je fais, c'est que en matière de contrôle de l'action du gouvernement, qui est une des prérogatives essentielles des parlementaires, on ne fait pas notre travail de contrôle de l'action du gouvernement quand il s'agit des questions affaires étrangères et défense. Donc, il y a un sacré travail à faire. Je pense qu'il y a une évolution et que dans le prochain mandat, à partir de 2022, il y a des choses qui vont apparaître comme une nouvelle manière de fonctionner de ce côté-là. Et pour terminer, il y a la question du contenu. Quels sont les échanges à l'heure actuelle, échanges économiques, échanges culturels, échanges de pratiques cette impression que autour de la question du terrorisme, le commerce des armes, le commerce militaire, le commerce de la sécurité est en train d'effacer tout le reste, me paraît être une question quand même assez fondamentale. On ne peut pas construire des partenariats entre deux pays ou entre une région et une autre en mettant seulement et toujours en avant cette question du commerce des armes qui, quand même, à la fin, est un outil de destruction et pas de construction. Donc, je crois que c'est un élément fort sur lequel il y a matière à réflexion. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le député. Dans vos propositions à tous les quatre, vous répondez aussi à des questions qui nous sont posées directement. Du coup, je vais essayer de vous faire l'écho de questions que vous n'avez pas exactement, enfin, que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas abordé, que nous n'avons pas abordé. Et je pense par exemple à celle que nous pose Jean-Marc Bodjo. Alors je la lis telle qu'il nous l'a écrite. Si la remise à l'ordre du jour de la question des droits humains au cœur de la diplomatie au Sahel est préoccupante, ma question est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer qu'à un moment donné, les droits humains ont été négligés. Comment, selon vous, comprendre cette mise de côté des droits humains? Je ne sais pas qui... Oui, bien sûr. Oui, je pense que la question des droits humains a été négligée d'une certaine manière parce que dès 2013, avec l'opération Serval, c'était une emphase sur l'urgence, c'est-à-dire prévenir la faillite des États sahéliens, de tomber sous l'emprise des groupes armés. Et aussi, il y avait plusieurs autres dynamiques liées à la crise migratoire via la Méditerranée, donc sécuriser et stabiliser ces pays-là. Donc, et dans cette optique-là, les avancées démocratiques qui ont eu dans la région à partir des années 90, notamment avec les transitions démocratiques, ont été un petit peu négligées face à cette urgence de stabilisation qui, d'une certaine manière, technicisait toute l'approche internationale, l'approche française dans la région. Donc, on a une réponse militaire, on fait du développement pour renforcer la légitimité de l'État et des dynamiques de droits humains peut-être n'ont pas été perçues d'abord parce qu'on doit dire que la situation a évolué d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'entre 2013 et 2017, il n'y avait pas autant de violations et d'abus et des tueries contre les populations civiles qu'on a pu le voir, par exemple,
à partir de 2017. Donc, entre 2017 et 2020, où on a vraiment vu une hausse de ces exactions-là. Et il y a aussi des considérations politiques qu'il ne faut pas négliger. D'une certaine manière, peut-être que l'urgence au niveau des décideurs français, c'était de renforcer les régimes qui étaient des partenaires essentiels dans le cadre de la politique sécuritaire dans le Sahel, ce qui fait que certaines des dispositions, que ce soit des cas d'usage excessif de la force, que ce soit des abus par rapport à la liberté d'expression ou bien à la liberté de réunion pacifique, comme l'a déclaré Michael, n'ont pas été considérées comme essentielles à la politique française initialement. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose sur cette question qui est une question importante? Très rapidement, la question des droits humains, elle renvoie immanquablement à ce qu'ils sont, c'est-à-dire finalement à un combat permanent. Et donc, les droits humains, c'est quelque chose qui n'est jamais définitivement acquis à aucun endroit que ce soit. Et je crois que notre pays, la France, a connu un moment de faiblesse sur le sujet, qu'on pourrait dater au moment de cette forte interrogation autour d'une supposée identité nationale qui s'en irait on ne sait pas trop où, alors que l'identité nationale est parfaitement inscrite dans le préambule de notre Constitution. Et je crois que finalement, la France a un petit peu lâché du lest sur cette question. Et à partir de ce moment-là, les échos et les secousses qu'on peut retrouver ici et là donnent le même ton. Et donc, c'est sur ce combat permanent, et les invités qui sont là sont, je crois, vraiment hautement représentatifs de ce combat. Je crois que c'est un combat qui est extrêmement collectif, qui est extrêmement difficile, mais il ne faut pas oublier que s'il n'est pas mené en tout lieu, en tout moment, en toutes circonstances, eh bien, on perd du terrain. Et donc, il faut admettre que c'est quelque chose qui est une bataille qu'on ne gagne jamais, mais dans laquelle, si on ne s'engage pas, la défaite est bien là. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui. Je voudrais juste dire un mot par rapport à ça. Il faudrait comprendre que l'option militaire et surtout l'envie de compter les victoires a fait en sorte que les gens sont aveuglés par rapport à cette question frontale et l'aspect droit de l'homme a été négligé. Du coup, ça fait en sorte que les gens ont oublié tout ce qu'il y a comme droit de l'homme et autres, et juste l'envie de gagner la guerre, l'envie l'option militaire est plus imposante par rapport à des réflexions par rapport aux droits humains. Merci. Et vous, Binta, à votre avis, pourquoi donc on est aussi négligent dans cette prise en compte des droits humains? Alors, quand vous dites négligent, vous voulez parler de l'État français, la question semblait plutôt aller dans ce sens, effectivement. Écoutez, pour moi, je pense que cette négligence est tout simplement, on peut se permettre de faire ça en Afrique. Certaines pratiques que la France fait actuellement, elle ne se permettrait pas de le faire en France ou si elle était en guerre dans d'autres pays. Il y a toujours eu des violations de droits humains sur le continent, mais la partie qui est vraiment très dérangeante, c'est que la France ferme les yeux dessus, pendant qu'elle-même, elle est, comme on l'a dit, acteur majeur dans cette lutte antiterrorisme. La France, qui est quand même le pays des droits de l'homme, c'est cette partie-là qui est inacceptable. Et c'est cette partie-là, en fait, qui est vraiment révoltante. Je vous l'ai dit tout à l'heure en donnant l'exemple de Terra. Imaginez un seul instant une manifestation à Paris et dans le cadre du maintien de l'ordre, qui est 3 morts, quelle serait la réaction? C'est cette partie qui me dérange énormément, c'est que la France se permet de faire des choses concernant la défense des droits humains qu'elle ne ferait pas autre part. Et cette guerre au Sahel aussi, que ça soit de la France ou de tous les autres partenaires et même
il s'est passé des choses dans cette guerre qu'on a vues nulle part ailleurs, parce que c'est le continent africain. Et moi, je prends ça beaucoup comme vraiment du mépris. Ils le font parce que c'est faisable en Afrique. Et il n'y aura rien, personne ne les poursuivra. Quand on se permet de bombarder un mariage civil et que la société civile vous dit non, c'est sur des civils que vous avez bombardé, ce n'est pas des djihadistes, et que la ministre de la Défense continue à faire des sorties et à maintenir que non, c'était des djihadistes. Aujourd'hui, on peut vérifier par les drones et par toutes les images qu'il y avait. C'est méprisant, c'est arrogant. Et ma grande crainte, il ne faut pas qu'on attende comme on a attendu le Rwanda 20 ans plus tard pour dire oui, effectivement, juste à cause de quelques personnes qui ont aucun respect pour les droits humains, on n'a pas fait le nécessaire. Et c'est ça aujourd'hui mon inquiétude. On peut gagner du temps tout simplement si chacun fait son boulot. Aujourd'hui, il y a certaines paroles qui sont blessantes venant de Madame la ministre des Armées et d'autres autorités. Après, le rapport de l'ONU, pour ne pas refaire le débat, est venu confirmer qu'effectivement, c'était des civils. Mais la France reste braquée dessus. Elle va rester braquée dessus pendant combien de temps? Ça va être le temps de 5 ans, 6 ans, et vous allez voir, les enquêtes vont poursuivre et elle sortira dans son silence de la même manière pour dire oui, effectivement, mais on n'osait pas le dire. Il faut oser le dire pour qu'on trouve des solutions. Et c'est ça aujourd'hui le vrai changement qu'on doit avoir sur nos rapports avec le continent africain. C'est d'arrêter ce mépris. On a bombardé des civils. Il faut assumer aujourd'hui et qu'il y ait un dialogue, qu'on discute pour que plus jamais ça. Mais n'attendons pas plusieurs années. Voilà, je vous remercie. Non, mais merci à vous. Alors évidemment, cette question que vous avez soulevée, cette question qui vous est posée, les réponses que vous apportez sont essentielles. Je voudrais peut-être juste ajouter une chose, parce qu'autour de cette table, nous sommes beaucoup à avoir travaillé sur le Rwanda ou avoir même été directement touchés par cette tragédie de 1994. Il semble quand même que ce n'est pas nouveau, au fond, cette manière de mettre de côté les droits de l'homme dans la diplomatie française, en particulier en direction de l'Afrique. Je dirais même que ça s'inscrit dans une histoire. Le Rwanda en est peut-être le sommet de cette manière d'avoir fermé les yeux et d'être dans le déni, d'avoir continué à soutenir un régime en connaissance de cause, alors qu'on savait qu'il commettait déjà des crimes contre les Tutsis et qu'il préparait l'extermination de ces Tutsis et que les politiques de l'époque n'ont pas voulu en prendre en compte pour changer de politique vis-à-vis du président Habyarimana. Mais je voudrais également, puisque nous sommes aujourd'hui le jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous rappeler aussi que cette déclaration a été signée à Paris, vous vous souvenez, je pense, au Palais de Chaillot, et que Robert Schuman, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères de la 4e République, a eu ce mot célèbre puisque la France était le pays qui accueillait les Nations Unies pour cette signature. Permettez-moi aux représentants de la France de dire sa fierté d'avoir vu adopter à Paris la Déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous, Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle. Donc, ces mots ont été dits en 1948 et ils ont été dits et prononcés 3 semaines après la répression de la révolte ou de l'insurrection de Madagascar. Je vous rappelle, certains Malgaches en tout cas, s'étaient révoltés parce que les Français ne respectaient pas, appliquaient encore le droit obligatoire du travail, et cela avait entraîné donc des réactions notamment de paysans qui avaient refusé d'être encore soumis à ces obligations de travail forcé. La France avait envoyé son armée pour une opération extrêmement brutale qui s'est soldée par
alors les chiffres sont difficiles parce qu'évidemment, on n'a pas eu beaucoup d'enquêtes, mais sur au moins plusieurs dizaines de milliers de morts. Voilà. Malheureusement, j'ai l'assentiment que ce n'est pas nouveau, ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le Sahel, et cette dichotomie entre les principes affirmés et auxquels on essaye d'être fidèle et la réalité de nos actions à l'extérieur. Mais je voudrais terminer, on a encore, allez, je prolonge un tout petit peu notre propos de quelques minutes, parce qu'il y a une question qui vous est plutôt adressée, monsieur le député, mais qui est, je crois, centrale pour nous tous. La voici. Bonjour. Pourquoi, c'est donc une question de Seung Kun Lim, je vous ai écorché votre nom et prénom, j'en suis bien désolé. Pourquoi, écrivez-vous, il n'y a pas de contrôle parlementaire, même si, comme monsieur le député disait, qu'il y a un article dans la Constitution française. Et dans ce cas, pourquoi le Parlement laisse le gouvernement continuer d'ignorer la Constitution? Merci. C'est une vaste réponse qu'il faudrait engager. La réponse, elle est très simple. La pratique de la Constitution de la Ve République donne un pouvoir exorbitant à l'exécutif et ne donne pas le pouvoir de contrôle nécessaire à une bonne articulation des différents pouvoirs qu'on pourrait remettre sous l'intitulé de Montesquieu, de cet équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et donc, il y a à la fois un problème peut-être législatif, où il faudrait renforcer les prérogatives du Parlement, mais surtout un problème de pratique et donc un problème de culture démocratique dans notre pays. Quand il s'agit des affaires étrangères, comme la Constitution précise par ailleurs que le chef des armées, c'est le président de la République, que le pouvoir exécutif en matière d'affaires étrangères est quand même dans une position un petit peu spécifique. Du coup, on a, dans une situation d'un régime où le Parlement est vraiment écrasé, eh bien, on a à cet endroit ce déséquilibre, mais qui est une vraie réflexion sur la continuité démocratique de notre pays, et en tout cas sur la mesure d'un pays démocratique au XXIe siècle. Moi, je considère qu'on est pleinement en démocratie en France. On a des gens qui peuvent exprimer des opinions tellement contraires à celles du gouvernement en place que c'est difficilement imaginable d'entendre qu'on n'est pas dans une démocratie, mais la démocratie, c'est un idéal vers lequel il faut tendre, et je crois que cet idéal, c'est quand même que tout pouvoir doit avoir ses contrôles. Et là, on est dans une situation en France où ce n'est pas quelque chose qui fonctionne bien. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Nous avons dépassé de 4 minutes notre temps, le temps qui nous était imparti. Merci encore une fois Binta Sidibé Gascon, Ousmane Diallo, Maïkoul Zodi et monsieur le député Sébastien Nadeau pour le temps que vous avez bien voulu prendre pour nous, de nos échanges, de la manière dont vous avez éclairé cette question qui nous est pour nous tous en tout cas, extrêmement important, et j'espère qu'on va en tirer des leçons et que les propositions que vous avez faites vont pouvoir être entendues, notamment peut-être que l'occasion de cette campagne présidentielle sera une bonne occasion pour porter vos voix et vos propositions au cœur de la campagne. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci.